parce que c'est un personnage qui est, je pense qu'il est très connu. Ceux qui ne le connaissent pas justement, c'est le moment ou jamais de le découvrir. C'est Monsieur Salah Debbouze, voilà. Salah Debbouze qui est dans le domaine, qui travaille dans le domaine de la justice. C'est un avocat. Mais en même temps, ce qui est le plus important dans ça, c'est que c'est un avocat militant. Parce que avocat et avocat militant, c'est pas la même chose, pour moi en tout cas. Donc c'est un avocat de toutes les causes justes. Il s'est illustré surtout dans le domaine public par sa défense de détenus politiques, surtout, de détenus d'opinion. Et il s'est illustré, donc parmi d'autres avocats bien sûr, dans la dernière affaire qui avait défrayé la chronique ici à Béjaïa et dans toute l'Algérie, c'est l'affaire de Merzouk Touati, qui est aujourd'hui présent parmi nous. Je te salue Merzouk. C'est l'un des acquis. Hein. Merzouk Touati, c'est vraiment tout un symbole. On devrait faire une conférence. Voilà, bien sûr, entre autres, bien sûr, j'ai dit entre autres, parce que le collectif des avocats, tout le monde est à saluer. Voilà, tout le monde est à saluer. Et l'un donc de ces avocats, c'est voilà, Monsieur Salah Debbouze. Je tenais quand même à citer l'affaire Merzouk Touati parce qu'elle nous a tous touchés, tous tels que nous sommes. Donc aussi, puisque je suis en train de saluer, il convient de saluer toute la corporation des avocats qui s'impliquent dans ce mouvement populaire, tout comme voilà. Parce qu'avant d'être des avocats, c'est le peuple algérien, ils sont issus du peuple. Donc tout comme la corporation des magistrats qui est sortie de son mutisme et de son obligation de réserve, les avocats aussi. Mais bon, sauf que les avocats n'ont pas attendu la révolution pour s'engager. Ils étaient engagés depuis avant. Hier, je pense qu'ils ont fait une marche, n'est-ce pas? Malheureusement, je n'y étais pas. Ils ont marché, ils sont impliqués, ils sont à saluer. Et n'oublions pas que si les choses ont très bien marché en Tunisie, c'était également grâce à l'implication très forte et active de la corporation des avocats qui défendent les droits de l'homme. Monsieur Salah Debbouze, donc il est ex-président de la Ligue algérienne des droits de l'homme et actuellement il est inscrit au barreau de Boumerdès. Et là, je viens d'avoir l'information tout de suite en exclusivité. Ils viennent de créer un nouvel organisme pour activer, donc qui s'appelle donc Observatoire des droits et des libertés pour l'Afrique du Nord. Ça, c'est intéressant. On est dans la... Oui, c'est vraiment, c'est magnifique. Voilà. Alors, Monsieur Salah Debbouze est impliqué, comme nous tous, dans le mouvement populaire. Il a son mot à dire, il a un avis à apporter, un apport en tant que citoyen et en tant qu'avocat. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il a choisi de venir nous donner cette conférence sous le titre « La révolution pacifique, causes, conséquences et perspectives ». Et c'est surtout de ça qu'on a besoin, donc de perspectives. J'ai assez parlé, je passe la parole directement à notre ami, Monsieur Salah Debbouze. Allez-y. Merci, bonjour, Azul. Sabah khir alaikum. Premièrement, je remercie le collectif des enseignants pour m'avoir offert cette occasion de m'exprimer. Alors, révolution pacifique, cause, conséquences et perspectives. Je crois que il y a beaucoup d'entre nous qui savaient que ça n'allait pas bien. Je vais le direct le mot. Il y a beaucoup d'entre nous qui étaient très inquiets de la situation et depuis pas quelques années, mais je dirais même quelques décennies. On le savait. Beaucoup savaient que nous avons beaucoup de problèmes et que les solutions que nous sont proposées, c'était des solutions pour... Oui. Donc c'était beaucoup plus des solutions qui étaient là pour sauver un régime que d'apporter quelque chose à la société, on va dire. Et donc on imaginait l'expression qui était la plus courante quand on nous posait la question. Moi, quand on me posait la question pour me dire où vont les choses, à chaque fois je répondais on savait qu'on allait droit vers le mur.
Et moi, je craignais une guerre civile. Ben, de bouche. Il y a des gens qui vous disent, on savait que le peuple était pacifique, que ça allait vers une révolution pacifique. Je craignais une guerre civile. Et j'étais très, très, très inquiet. On essayait de donner l'impression qu'on pouvait changer les choses. On a essayé d'être sur le terrain, d'aller même sur le domaine du politique, qui n'est pas notre domaine du tout, pour essayer de trouver des ouvertures, pour un peu désamorcer cette bombe qui était là au moins depuis 88. Mais au fond, je ne voyais pas du tout ce qui est en train de se passer maintenant. Et là, c'est historique. Soit on réussit le coup d'imposer un régime qui convient à tous les Algériens, soit on rate et on reste dans la même situation de stand-by de quelque chose qui peut être fatal pour toute la société. Alors, pourquoi on en est là? C'est une petite analyse personnelle qui peut peut-être apporter quelque chose. Je pense que j'ai vu une caricature de, je crois, Dilemme, une fois, un enfant demandait à son père, raconte-moi la guerre d'Algérie, et le grand-père lui dit, tout a commencé en 1962. En fait, les vrais problèmes ont commencé en 1962. Pourquoi? Bon, il y a eu ce qu'il y a eu avant 62, je pense à cause de l'injustice, essentiellement. Les Algériens, qu'on appelait indigènes à l'époque, étaient exclus, étaient considérés comme deuxième collège, on spoliait leur terrain et vivaient l'injustice d'une façon atroce, inhumaine. Ils se sont révoltés, enfin, il y a un groupe qui s'est révolté, il a eu l'appui de tout le peuple algérien, indigène, comme on l'appelait. Et ça a abouti à 62. Indépendance politique. Mais, à partir du moment que vous prenez la même architecture de l'État, proposée par une administration coloniale, vous ne prenez pas en considération les spécificités culturelles, géographiques, et même, si vous voulez, politiques, enfin économiques, de cet immense territoire. Et que vous reconduisez les mêmes principes de loi. Mais le pire, c'est que vous reconduisez les mêmes pratiques coloniales pour gérer cette société, c'est-à-dire la répression. Vous ne pouvez qu'aboutir au même résultat qu'avant 54 ou même 45. Donc tout était mis en place pour une révolte. Elle a eu lieu en 88, qu'elle soit provoquée ou pas provoquée, le problème c'est qu'il y a une rupture de confiance entre la société et les dirigeants politiques, complètement consommée en 1988. Ça a commencé avec les histoires Taoura Zeraïa, les assassinats politiques, cette volonté de vouloir imposer un modèle de l'Algérie en excluant l'authenticité de chaque région. Donc, le capital confiance était épuisé et complètement perdu entre la société et l'élite politique, enfin les dirigeants politiques, parce que je ne pense pas qu'il y avait une élite. Et ça a donné 88, récupéré tout de suite par le même groupe qui dirigeait le pays pour proposer des solutions. J'ai dit,
ça fait 2 ou 3 ans dans une émission de télé, j'ai résumé l'histoire de 88 et ce qui s'est passé après 88 en cette image que en 88, Chab a dit on veut plus de voleurs, ceux qui détenaient le pouvoir ont proposé de montrer à ce peuple qui ne veut pas accepter des voleurs qu'il peut avoir des tueurs. Donc, après, en 99, la question c'était, voilà, vous devez voter, vous avez des voleurs et des tueurs. Faites votre choix. Bien sûr, les gens ont choisi les voleurs. Et jamais l'Algérie n'a été pillée comme elle l'a été depuis 99. Je pense qu'aujourd'hui, le peuple a compris qu'il ne veut ni voleur ni tueur. C'est pour ça qu'on ne voit aucune couleur politique dans les marches de tous les vendredis, même dans les autres marches. Je pense que un peu les causes, grosso modo, ça vient de ça. Les conséquences, nous avons un régime, pour la première fois depuis 62, le régime n'a jamais été perturbé comme il l'est actuellement. Il n'a jamais été déséquilibré, perturbé comme il l'est actuellement. Et les perspectives, que peut-on faire avec ça? Est-ce qu'on peut nous réorganiser ou est-ce qu'on va se faire avoir encore une fois comme ça l'a été en... Bon, 62, c'est normal, parce qu'il y avait cette confiance totale et aveugle. Au point où des gens qui n'avaient pas fait la guerre se sont présentés comme étant les détenteurs du registre commerce de la guerre de libération, et ils ont procédé pendant plusieurs années à éliminer les vrais héros et à créer cette institution de corruption, parce qu'en 62, les gens qui étaient... C'est un peu compliqué quand même, mais bon, j'ai appris, moi, je suis né en 63, donc on m'a appris que Mohamed Kima Ben Khadda, qui était président du GPRA, on lui avait signifié, soit tu fais de la politique, soit tu fais des affaires. Je raconte ça parce que je connais les associés de Ben Khadda. Ce sont des gens que je connais très bien, qui m'ont raconté ça. Alors, on te laisse faire des affaires, importation de médicaments, etc., à condition que tu ne te mêles plus de la politique. Donc, je pense que c'était le départ de la corruption pour acheter le silence de certains gens qui pouvaient apporter quelque chose de différent. C'est l'un des moyens utilisés. D'autres moyens, bon, il y avait des gens qui étaient obligés à l'exil, des gens qui étaient liquidés, etc. Bref, donc, on a eu tout ce qu'il faut pour couper définitivement, c'est-à-dire même l'administration coloniale n'avait pas fait ce qu'a fait le pouvoir depuis 62 jusqu'à aujourd'hui pour ne plus avoir, c'est-à-dire pour rompre la confiance entre la société et ceux qui la dirigent. Vous faites une loi pour dire aux gens, on vous prend vos terrains et on les donne à quelqu'un, à d'autres. Ça a été appliqué d'une façon... Moi, j'ai grandi à Tiaret. J'ai vu des gens qui avaient des biens qu'ils ont hérités de leurs parents. Ils les ont donnés à d'autres. Après, vous avez certaines histoires comme ça, par exemple l'histoire des 50 000, donc les billets de 50 000 qu'ils avaient retirés. C'était une ruse. Week-end, vous avez 48 heures, si vous ne changez pas vos anciens billets, ils ne sont plus valables.
et des gens qui étaient à l'étranger, ou là, c'était la période du pèlerinage, je crois. Donc, un petit geste, bon, par rapport à une société comment qu'elle évolue, on peut considérer ça comme un petit geste, mais fatal, vraiment fatal. Et puis vous avez tout ce qui est venu après, les disparus forcés, les partis agréés qui sont interdits d'exercice, qu'ils soient FIS ou qu'ils soient RCD ou qu'ils soient FFS, vous donnez un agrément à un parti politique, vous êtes garant de ce parti politique. Après, il obtient un résultat. De la manière qu'elle peut être, il faut respecter les règles du jeu. Je ne dis pas il fallait pas au début agréer des partis qui représentent un danger. Mais vous le faites, vous garantissez le bon fonctionnement de la République et vous trouvez les moyens légaux pour ne pas que ça déborde. Mais vous introduisez des gens dans le domaine politique, après vous coupez sans explication et puis après vous provoquez une guerre civile. Il n'y a pas mieux pour rompre la confiance entre la société et ses leaders. Maintenant, personne ne fait confiance à personne. Et puis vous avez ce qui est arrivé depuis 1999 à aujourd'hui, une constitution que vous violez, si vous voulez, toutes les, je sais pas moi, toutes les 4-5 ans, plusieurs fois. Vous avez, nous avons vu un président du Sénat démis de ses fonctions en violation de la Constitution. Nous avons vu un conseil constitutionnel sans président pendant plusieurs mois en violation de la Constitution. Nous avons vu une permutation entre un ministre de l'Intérieur et un conseil constitutionnel qui n'avait aucune raison d'être. Nous avons vu l'ouverture des mandats, la refermeture des mandats, la tentative d'un 5e mandat d'un président qui était malade, le refus de constater la vacance du pouvoir. Donc, c'est-à-dire, le pouvoir a tout fait. Il a même fait des efforts pour violer la Constitution sans raison. Et après, quand le peuple sort pour vous dire, bon, il faudrait que tout le monde parte, laissez-nous nous réorganiser, vous avez un général de l'armée, qui n'a rien à voir avec la politique, qui fait des discours pour vous dire, non, il faut appliquer l'article 102, et il appuie le régime en place en produisant des discours qui font semblant d'accompagner un peu le peuple, mais au fait, c'est des discours pour appuyer le régime, Ben Saleh, Bedoui, etc., etc., avec des menaces. Parfois, les sorties de Gaïd Saleh depuis le 22. Moi, je me souviens, le 22, Gaïd Saleh avait dit, j'appuie Bouteflika. Il avait appelé, il avait dit des manifestants, le Mugharrar Bihim. Mugharrar Bihim, attention, le Mugharrar Bihim, ça renvoie, rappelez-vous bien, quand nous disons le Mugharrar Bihim, elle est terroriste. Donc ça renvoie au terrorisme. C'est-à-dire, c'était à chaque fois que ce régime, que les gens essaient de bouger un peu, tout de suite, ils rajoutent le terrorisme. Et après, oui, bon, allez, on va changer Ouihia, mais laissez le reste tel qu'il est, et avec des trucs. Et le dernier discours, alors ça, c'était vraiment pour dire que des gens comme ça ne peuvent pas gouverner. Dans son dernier discours, le chef d'état-major attaque personnellement l'ex-patron de la DRS directement. Mais nous avons un problème de société où nous avons des problèmes personnels dans cette histoire-là. On ne peut pas entendre des discours comme ça. Bref, bon. Il est dans un régime pareil, c'est tout à fait clair que vous ayez des écarts.
enfin des activistes emprisonnés. Si je vous donne, il y a un syndicaliste à Gherdaya qui s'appelle Asakar Bahmed. Il a été condamné, ça fait une semaine ou 15 jours, à 1 an de prison ferme, avec 6 mois avec sursis. Pourquoi? Il s'est exprimé sur sa page Facebook. On lui a sorti 3 posts. Quand vous voyez ça, vous dites, il faut qu'on aille tous en prison, ou là qu'on soit tous libérés. On ne peut pas accepter des choses comme ça. Dans l'un des posts le pire qu'on lui a sorti, il écrit « J'espère que Gaïd ne sera pas comme Sisi ». 6 mois pour avoir écrit ça. Mais j'espère que Gaïd ne sera pas comme Sisi, ou quelque chose dans ce sens. Non, il avait dit, est-ce que Gaïd n'est pas comme Sisi? Mais bon, on ne peut pas aller en prison pour ça. Que ça. Moi-même, je suis sous contrôle judiciaire 2 fois par semaine. On m'a attrapé dans un restaurant à Alger, puis on m'a déplacé jusqu'à Gherdaya pour me présenter ce que j'ai écrit sur Facebook. Des écrits et des vidéos que j'ai postées où je dénonce un comportement illégal de certaines autorités. Alors je me suis posé, je ne suis pas là pour parler de mon cas, mais je vous donne des exemples. Vous ne pouvez pas produire l'injustice, inani, comme on dit, et dire aux gens de ne pas le dénoncer. Et si je dénonce, ça veut dire que je porte atteinte au jugement et aux arrêts de la justice. Non, non. Quand il y a un abus d'autorité, c'est un crime. Quand on le dénonce, ce n'est pas un crime. C'est comme Ouldada, un jeune qui a posté une vidéo qui montrait 3 policiers voler un magasin. Ils l'ont présenté devant le juge. Je crois qu'il y a des avocats qui avaient assisté à son audience à Gherdaya. Je ne sais pas, Maître Cherbel, si vous étiez à Gherdaya, Ouldada, quand on avait parlé de la vidéo, il avait posté une vidéo qui montrait 3 policiers voler un magasin à Al-Garara. C'était quoi l'accusation? Porter atteinte, en arabe, l'Isa'a il sum'a al-wataniya. Quand on avait plaidé, on avait dit au juge, qui a porté atteinte le sum'a al-wataniya? Celui qui a volé ou celui qui en a parlé? C'est le monde à l'envers. Maintenant, vous dites quelque chose, vous dénoncez quelque chose, c'est vous qui êtes poursuivi en justice. Donc, il est impossible à un régime qui est arrivé à ça, qui ne comprend pas. Il faut savoir qu'il y a des gens, il y a des fonctionnaires qui ne comprennent pas du tout que quand vous dénoncez, vous dénoncez. Ils pensent sincèrement que ça porte atteinte. Si un wali vole, vous lui dites vous volez, il ne pense pas voler lui. Il vous dit moi je ne touche pas à la caisse de l'État. Il prend de la corruption ailleurs. Pour lui c'est pourquoi vous dénoncez. Donc il vous dit que vous portez atteinte à une autorité. Et ce n'est pas possible. Donc, c'est pour ça que les gens, quand ils sortent les vendredis, ils disent « Yitnahawga » parce qu'ils ont compris qu'avec la même équipe, on ne peut rien faire, on ne peut rien réparer. Ceux qui ont produit l'échec ne peuvent pas produire la solution, c'est impossible. Les perspectives, je pense que c'est un virage historique. Soit on construit un régime politique qui convient à tous les Algériens, où tout le monde se retrouve. Soit on rate l'occasion et donc rebelote. Il faut savoir que, je pense, c'est mon avis, cette conscience collective, ce qu'on appelle la conscience collective qui se construit, il faut au moins 30 ans remarqué depuis 62 jusqu'à 88 pour que les gens comprennent la même chose au même moment. Et puis depuis 88 à 2019 pour qu'on puisse comprendre la même chose et au même moment. Et se fixer le même objectif. Et qu'on reste concentré sur le même objectif.
Il faut au moins une génération pour ça. Il ne faut pas la rater, cette occasion. Puis on ne va pas inventer, on ne va pas réinventer la roue. Il suffit juste d'éviter toutes les erreurs qu'on avait faites dans le passé. Un jour, quelqu'un m'avait posé la question pour me dire, est-ce que le mode de gestion démocratique nous convient, nous les Algériens, ou pas? Mais j'ai dit, mais au moins essayons-le une fois, parce qu'on a tout fait depuis 62 jusqu'à aujourd'hui, sauf le mode de gestion démocratique. Essayons une fois, c'était. Donc, nous avons des spécificités, on construit un régime politique qui nous convient, un régime politique sur des fondements modernes. Il y a des nations qui ont fait des expériences, on peut faire la même chose, on peut s'en inspirer. Il y a des valeurs universelles, comme les valeurs des droits humains. Les droits humains, c'est universel, c'est pas les droits humains, c'est pas une production de l'Occident, c'est l'accumulation de l'expérience humaine, de toute l'histoire de l'humanité. On est tous producteurs, à un moment ou à un autre, des valeurs universelles des droits humains. Donc, c'est un patrimoine qui appartient à toute l'humanité. Et on a le droit de puiser dans ce système de valeurs pour construire une société moderne qui convient à tous les Algériens. À mon sens, actuellement, en ce moment, il ne faut pas aller vers les questions qui, les gens, soit en voulant faire ça, soit sans le vouloir, vous disent qui va représenter le Hirak et comment on va les choisir. Je pense que on doit déterminer quelques objectifs. Le premier objectif, on sait maintenant ce qu'on ne veut pas. On ne veut pas de ce régime. Il faudrait se mettre d'accord sur ce qu'on veut, parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Donc la première question, c'est qu'il faut que ce régime parte. La deuxième question, avant d'aller à la construction de quelque chose, il faut d'abord, à mon sens, rétablir la confiance entre nous et les dirigeants qui vont venir. Et je pense que le meilleur moyen pour rétablir la confiance, c'est de dire la vérité sur tous les dossiers qui ont causé des blessures profondes à la société algérienne depuis 62 jusqu'à aujourd'hui. Et il faut penser à la justice de comment on appelle ça, justice de transition, l'adala al-intiqaliya. Il faut penser sérieusement à installer des mécanismes pour conduire une justice de transition qui doit ouvrir tous les dossiers, absolument tous les dossiers, et dire la vérité aux Algériens. Après, on peut passer à la phase de, comment on dit en arabe, solh, enfin, musalaha, si vous voulez. En ce moment-là, l'État peut aider à ce qu'il y ait pardon ou pas, selon les cas, mais il faut d'abord qu'on sache la vérité sur tout. Et c'est le seul moyen pour rétablir la confiance. Après, enfin en parallèle, parce que ça peut prendre plusieurs années, si ce n'est pas plusieurs décennies, c'est énorme ce qui s'est passé. Si on va ouvrir le chantier des disparitions forcées, seulement Hada, ça va nous prendre peut-être des dizaines et des dizaines d'années. Alors, en parallèle, si le peuple voit qu'un mécanisme de justice de transition sérieuse est mis en place, le facteur confiance peut commencer à se rétablir. En ce moment-là, on pourra peut-être réfléchir à construire quelque chose de sérieux. Et croyez-moi, les gens qui vous disent que quand vous dites qui va diriger le pays, c'est du n'importe quoi, parce que je pense que au sein du pouvoir actuel,
sauf quelques exceptions, il y a tout ce que vous voulez, sauf les compétences. Donc, je pense que nous avons assez d'intelligence pour puiser au sein du peuple, à l'intérieur et à l'extérieur du pays, pour trouver des gens qui vont construire un nouveau régime politique, à condition de commencer déjà, d'une manière ou d'une autre, à rétablir la confiance. Sinon, je pense qu'on va nous faire des calmants comme en 88. On va nous calmer un peu en attendant 30 ans. Après, on se réveillera sur une catastrophe comme toutes les autres catastrophes. Je pense que tout le reste peut être réglé si on règle le problème de confiance. C'est quoi le reste? Ils vont nous sortir maintenant, par exemple, la catastrophe économique, la planche à billets, le dinar qui va s'effondrer, etc. Si, j'insiste sur ce point, si on rétablit la confiance, on pourra gérer tout. On pourra gérer tout, parce que nous avons un capital peut-être très important en Algérie. Je ne sais pas si ça existe ailleurs de la même importance, ce qu'on appelle la solidarité. Nous avons ce sens de solidarité qu'il faut exploiter. Mais il faut absolument rétablir la confiance, et pour rétablir la confiance, il faut dire la vérité. Voilà, je pense que j'ai essayé de résumer ce que j'ai à dire. Maintenant, si vous voulez un échange, je préfère les échanges.